Stimuli. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier dans l'émission Stimuli, l'émission qui vous stimule les neurones. Et pour une fois, je suis en compagnie d'Enzo. Comment vas-tu, Enzo ? Eh bien, ça va très bien, et toi ? Eh bien, écoute, ça va avec effectivement la réouverture des bars, les bars des lieux enfin. culturels, ça fait plaisir, quoi. Là, on a l'impression... Et puis la chaleur estivale aussi. Bon, alors par contre, effectivement, on va être un petit peu seul cette émission, puisqu'il n'y a que toi, Enzo, alors que d'habitude, c'est un tête-à-tête. D'ailleurs, on leur fait une petite dédicace à Anaïs et Océane, qui ne sont pas là aujourd'hui, pas parce qu'elles ont fait trop la fête hier soir, mais parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui réouvrent, les lieux culturels, etc. Donc on a une programmation assez chargée. Et tiens, pour commencer, parlons un petit peu de ce joli mois de mai, parce qu'au mois de mai, qu'est-ce qu'on fait ? On fait ce qui nous plaît. Enfin, presque, car si vous sortez sur votre balcon, si vous avez repris justement le chemin des terrasses de café ou de bar, ou bien si vous êtes allé à côté de Carnon ou de Palavas sur la plage, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu beaucoup de moustiques. Et oui, alors pourquoi ? Comment faire pour se prémunir contre ces étranges créatures qui nous embêtent un petit peu ? Nous allons discuter de ces questions et bien d'autres, car une équipe de recherche de Montpellier vient de découvrir un répulsif 100% naturel et très efficace, de quoi nous redonner un peu d'espoir. Pour en discuter, nous aurons la directrice du laboratoire de chimie bio-inspirée et innovation écologique du CNRS Occitanie-Est et de l'Université de Montpellier. Je veux bien sûr parler de Claude Grison. Ensuite, nous irons faire un tour du côté de l'Ardèche pour découvrir une nouvelle réserve de biodiversité grâce à Lionel Coste, naturaliste et expert du castor, qui nous présentera ce nouvel espace très intéressant pour protéger la biodiversité locale. Juste après, vous mettez un petit peu de pop culture avec de la science, vous secouez fortement, et qu'est-ce que ça vous donne ? Ça vous donne la chronique d'Enzo à consommer sans modération. Pop culture et science. Enfin, la culture scientifique et technique reprend du poil de la bête, enfin, avec la réouverture des musées, des cinémas et des autres lieux culturels. Ce sera donc l'occasion de faire un vrai et bénéfique agenda de la culture scientifique et technique, et ça nous fait très plaisir. Mais pour commencer, et comme annoncé, j'ai rencontré pour vous Claude Grison hier, tout juste, afin de discuter de moustiques, mais surtout de répulsifs pour faire fuir ces petites bêtes. Je suis avec Claude Grison, directrice de recherche au laboratoire chimie bio-inspirée et innovation écologique du CNRS et de l'Université de Montpellier. Bonjour Claude. Bonjour. Alors nous avons dans notre belle région Occitanie de plus en plus de moustiques et ça ne vous a pas échappé, avec les beaux jours, ils reviennent. On peut en apercevoir même en plein cœur de Montpellier. Rien qu'en sortant sur votre balcon, je suis sûr que vous en avez déjà vu, et puis vous avez peut-être constaté aussi dans votre chambre à coucher le soir. C'est tout à fait possible d'entendre un petit bourdonnement de moustiques. Claude, on va parler un petit peu de cette problématique de l'augmentation des populations de moustiques. Alors, à quoi est-ce dû, justement, qu'on on a l'impression, en tout cas, de plus en plus de moustiques ? Alors, on peut évoquer différents paramètres qui favorisent leur développement. Je pense que le paramètre numéro 1, c'est tout simplement la mondialisation, qui brasse les échanges, mais aussi d'insectes, par exemple. Si on a aujourd'hui dans notre région Aedes albopictus, il a été transporté, le fameux moustique tigre, oui. Et il vient d'Asie, malheureusement par les transports aériens. C'est comme ça qu'il a réussi à s'installer chez nous. On en connaît bien d'autres. Aedes aegypti, normalement, devrait être confiné en Afrique, et puis on le trouve de façon beaucoup plus étendue. Donc la mondialisation, les échanges internationaux favorisent en fait le déplacement de ces insectes. Et puis à ce paramètre essentiel, on peut en trouver d'autres. Le réchauffement climatique, sont généralement des insectes tropicaux, qui viennent trouver en France un climat qui commence à ressembler à un climat tropical, donc ça lui convient bien, chaleur excessive, humidité, donc il va même s'installer et s'adapter dans le nord de la France, ce qui aurait été non envisageable, je pense, il y a un certain nombre d'années. On peut rajouter à ça nos modes de vie. Donc l'urbanisation est un facteur favorable, puisqu'il a là devant lui un repas de sang, multiplié de façon exponentielle. En fait, pour lui, c'est ça. Donc évidemment, c'est beaucoup plus agréable pour lui que de trouver, la campagne, où il sera, évidemment, il y a une densité de population inférieure, mais il sera aussi exposé peut-être aux insecticides utilisés en agriculture, etc. Donc l'urbanisation est un facteur supplémentaire.
Et puis enfin, aussi que ce sont des espèces qui s'adaptent facilement. Et cette faculté d'adaptation leur confère de plus en plus de résistance face aux insecticides qu'on a utilisés parfois assez maladroitement. D'accord. Et donc, ça ne les dérange absolument plus. Et donc, ils ont, un terrain royal pour se multiplier. Donc ça veut dire que maintenant, la plupart des moustiques sont résistants aux insecticides, on peut Alors, dire ça ? Il y en a un certain nombre, de plus en plus. Par exemple, le moustique tigre s'est bien habitué à un répulsif dont on parlera peut-être, le DIT, qu'on a connu, qu'on a tous utilisé. D'accord. Donc il s'est habitué à cette odeur du DIT, et c'est quasiment l'inverse pour lui. Cette odeur qui était désagréable il y a quelques années, en fait, il l'associe maintenant à un futur repas. Et donc voilà, ça n'a plus du tout l'effet Donc le répulsif à la base devient un attracteur en fait. C'est presque ça. Voilà. Donc en fait, ils ont des facultés d'adaptation absolument remarquables. Le moustique tigre est un très très bel exemple. Il s'adapte facilement dans les habitations. On arrive à le transporter dans nos voitures, donc à voyager avec. Donc voilà, c'est un qui se développe dans très très peu d'eau en plus. Très peu d'eau. Par exemple, dans les pots de fleurs qu'on a sur la terrasse ou sur le balcon, on peut avoir des petits moustiques qui se développent à l'intérieur. Oui, où le moustique femelle va les pondre et va favoriser le développement de futures larves, de nouveaux moustiques, etc. Donc, Ils nous embêtent, les moustiques, ils viennent nous piquer, mais c'est surtout les femelles en fait qui viennent nous piquer, c'est ça Exactement, ce ne sont que les femelles. Alors elles ne viennent pas pour nous embêter, elles viennent simplement pour donc se reproduire, puisque elles vont venir chercher dans notre sang les protéines qui vont être nécessaires pour la maturation des œufs. Donc c'est vraiment pour assurer leur reproduction que les femelles vont venir nous piquer. Donc elles prélèvent un peu de sang et après elles vont pondre dans l'eau, c'est ça parce que les larves se développent dans l'eau. Et elles viennent rechercher les protéines qu'il y a dans notre sang dont les œufs auront besoin. Donc là, Claude, vous en avez parlé, ils sont attirés un peu par les odeurs en fait, les moustiques, c'est ça. C'est pourquoi par exemple, même caché des fois au fin fond de son balcon, on a le petit moustique qui arrive, il nous voit pas, il nous sent. Alors ils n'ont pas besoin de nous voir. De toute façon, la vue n'est pas leur point fort. Ils ont une vue à une distance relativement limitée. On parle d'1,50 m environ. D'accord. En revanche, effectivement, ils ont un système de réception olfactive qui est extrêmement sophistiqué. Et donc, à plus de 10 mètres, ils vont sentir le dégagement de CO2 qui vient de notre respiration. Okay. Et puis, des odeurs particulières qui à la surface de la peau qui vont pouvoir être attractives. Donc, effectivement, on a beau se cacher, ça ne le dérangera pas beaucoup puisqu'il va être dirigé à l'odeur. Et ça, là, il est absolument exceptionnel. Et même, par exemple, on dit souvent « Ah bah tiens, n'éclaire pas parce que tu vas attirer les moustiques ». C'est pas forcément donc l'éclairage qui les attire, ça va être plus... c'est pas aussi simple que ça. Si on est dans le noir total, par exemple, on pourra quand même avoir des moustiques qui viennent nous piquer. Oui, complètement. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui marche concrètement sur ces petites bêtes au niveau des répulsifs ? Est-ce qu'il y a des répulsifs là sur le marché qui marchent, qui sont efficaces en tout cas ? Alors, la première chose, c'est qu'il faut savoir que le répulsif est quand même la meilleure solution par rapport à l'insecticide. Il faut bien distinguer les deux cas. La différence des deux, c'est quoi ? C'est l'insecticide, ça tue, c'est ça ? Voilà, l'insecticide doit tuer le moustique. Le répulsif émet une odeur désagréable qui devrait le repousser, l'éloigner. Et donc, c'est une forme de protection. Mais ça ne le tue pas. Mais ça ne doit pas tuer le moustique. Okay. Donc, dans sa conception même, il faut y voir deux choses intéressantes. D'une part, compte tenu justement de sa grande adaptation dans nos habitats, on ne voit pas comment on pourrait pulvériser des insecticides pour lui nuire, puisqu'il faudrait rentrer dans ses habitations, tout ça c'est absolument illusoire. Et d'autre part, on imagine quand même que se protéger à l'aide d'un répulsif sera nécessairement moins dangereux qu'une activité insecticide qui consiste quand même à tuer. Donc, est-ce que la sélectivité peut être telle que ça n'aurait pas d'effet nocif sur la santé animale, santé humaine. De nos animaux de compagnie, par exemple. Voilà, tout à fait. Donc, on imagine que déjà le répulsif est une solution qui est la plus intéressante aujourd'hui. Okay. En tous les cas, la plus inoffensive, à mon sens. Donc, ce qu'il faut savoir d'un répulsif, c'est que, d'une part, il y a différentes façons de concevoir un répulsif. Donc, pendant de nombreuses années, on a imaginé qu'une molécule seule allait pouvoir repousser efficacement un moustique. Okay.
Donc, c'est pas très en accord avec justement la complexité du système donc olfactif du moustique. Pour nous, voilà, c'est une théorie de base sur laquelle on a beaucoup travaillé. Donc, c'est une vue un petit peu naïve du sujet. D'accord. Ça ne veut pas dire que donc, ces molécules répulsives uniques n'ont qu'une activité. Ce qu'il y a, c'est qu'elles n'ont pas une activité de 100%. Elles ont un caractère répulsif partiel qui sera une protection donc moindre. Ça va éloigner peut-être certains moustiques, mais pas tous les moustiques. Voilà, c'est ça, donc plutôt que d'être piqué 10 fois à l'heure, ça sera 5 fois. Mais donc, voilà, on sera piqué quand même. C'est ça. Donc pour nous, l'idée c'était de progresser énormément dans ce sens-là pour avoir, je veux dire, un pourcentage de protection le plus élevé possible. Pendant un nombre d'heures suffisamment pertinent. Donc par exemple, de dire la citronnelle, ça marche bien, c'est pas la citronnelle toute seule en tout cas. Alors c'est pas dans la citronnelle, il y a une molécule qui s'appelle le citronnellal. C'est sur cette molécule qu'on compte pour avoir un effet répulsif. Donc cet effet répulsif existe, mais il est moyen. Voilà. Mais il n'est pas négligeable non plus. Il ne faut pas non plus donc imaginer qu'il n'a aucun effet. Il a simplement un effet partiel, donc il peut être décevant parce qu'on risque quand même de se faire piquer un petit peu, même si on se pulvérise avec de la citronnelle. Et puis à l'inverse, le citronnellal est quand même assez allergisant. Donc ça peut aussi poser des problèmes cutanés pour certaines personnes. Donc c'est pas forcément la molécule idéale, même si c'est celle qu'on a utilisée pendant quelques années. Et après, est-ce qu'il y a des répulsifs, alors vous en avez un peu parlé, qui sont dangereux pour notre santé à nous sur le marché, où il faut faire vraiment attention et de ne pas en mettre, par exemple, je sais pas, dans la chambre du bébé ou sur nos animaux de compagnie, par exemple, quoi. Oui. Il faut savoir, que ces molécules ne peuvent pas être totalement inoffensives. Donc, de toute façon, pour les mettre sur le marché, elles ont été étudiées en termes de toxicité, nécessairement, puisqu'on a besoin d'une autorisation de mise sur le marché pour les commercialiser. Donc, il y a quand même une réglementation, assez stricte dans le domaine. Toutefois, on ne peut pas négliger complètement, l'effet de certaines de ces molécules. Donc, en général, il faut considérer que le répulsif, c'est un petit peu comme un médicament. Il y a un cahier des charges, il y a une notice à suivre, de façon scrupuleuse. Et évidemment, la dangerosité des molécules utilisées est extrêmement variante d'une molécule à l'autre. Et typiquement, pour les bébés, il n'y a pas beaucoup de molécules qui sont disponibles, justement parce qu'on redoute des effets possibles. Donc tout ça est quand même très cadré. Et on ne peut pas mettre sur le marché n'importe quel composé. En revanche, on peut aussi, a posteriori, au fur et à mesure où on progresse au niveau scientifique, se rendre compte qu'une molécule qu'on pensait non toxique peut finir par poser des problèmes. Et ça a été le cas du DIT, qu'on a utilisé abondamment pendant des années. Donc aujourd'hui... Qui n'est plus sur le marché alors Si, mais vraiment dans des cas extrêmes où on peut être exposé à des maladies tropicales qui sont quand même très importantes. Donc il y a un calcul bénéfice-risque à évaluer. Mais on se rend compte que c'est peut-être moins innocent que ce qu'on avait pu imaginer parce que ça peut aller inhiber une enzyme que certains connaissent, acétylcholinestérase, qui peut en faire un neurotoxique potentiel. Donc je parle de potentiel, on est toujours dans ces études pour approfondir ces sujets. Mais voilà, il y a quand même quelques critères d'alerte en disant attention, n'utilisons pas n'importe comment en fait ces molécules, respectons bien les préconisations d'usage. Tout à fait. Alors, on parle de tout ça parce que justement, dans le cadre de vos recherches donc, au sein du laboratoire Chimie Bio-Inspirée et Innovation Écologique, vous avez développé avec votre équipe un répulsif que vous dites 100% naturel. Pourquoi vous dites qu'il est 100% naturel ? Comment il est fabriqué en fait ce répulsif ? Oui, alors au laboratoire on cherche en fait à faire de la chimie uniquement avec des substrats naturels non toxiques, parce qu'un produit naturel peut aussi avoir sa propre toxicité, il ne faut pas non plus être naïf sur ces aspects-là. La chimie vient quand même de la nature, et donc il y a des molécules toxiques même dans la nature. Il y a des molécules toxiques, oui, parce que certaines plantes doivent se défendre contre des herbivores ou autres animaux indésirables pour les plantes. Donc elles ont appris à se défendre, elles le font parfois très très bien, et donc elles peuvent générer des molécules toxiques. Donc il faut se méfier aussi des composés naturels, mais donc ce sont des choses qui sont quand même bien connues aujourd'hui. Donc pour nous, l'idée était de s'appuyer sur des ressources naturelles, exclusivement naturelles, aucun produit de synthèse, dont on avait démontré qu'il n'y avait pas de toxicité. Donc là, on s'appuie sur les données de la littérature donc pour ces choses-là, qui sont après vérifiées par des organismes agréés comme l'ANSES, par exemple. S'appuyer uniquement sur ces ressources.
et les faire réagir ensemble pour générer en fait un mélange de molécules répulsives dont on allait démontrer de façon irrémédiable une activité répulsive donc avérée et supérieure à ce qu'il y avait sur le marché. C'était nos efforts. Et pour y parvenir, eh bien, il a fallu se servir en fait de toutes les connaissances qu'il y a aujourd'hui sur le système de réception olfactive du moustique, qui est très élaboré, mais le prendre en compte dès le début pour progresser en fait dans les effets répulsifs et les effets comportementaux, notamment du moustique tigre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une seule molécule, c'est vraiment un cocktail de plusieurs molécules. C'est ça, bien choisies, qui vont inhiber un ensemble de récepteurs en fait du moustique tigre. Comme le fait la nature, quand une plante veut attirer un insecte pour sa pollinisation, très fréquemment, elle n'émet pas une seule molécule. Il arrive fréquemment qu'elle émette un ensemble de molécules dans des concentrations bien déterminées. C'est ce qu'on appelle la communication chimique entre une plante et un insecte. C'est très très précis. Donc c'est un bouquet odorant, c'est un bouquet floral, c'est comme ça que ça se qualifie souvent, pour exprimer cet ensemble de molécules, mais dans des concentrations hyper précises qui correspondent à un maximum en fait de transmission de ce message olfactif. Donc il faut se mettre un peu dans la peau d'un moustique. Ah oui, il faut le comprendre. Il faut le comprendre au mieux de ce qui est possible parce que c'est complexe. Oui. Et et plus on apprend de choses, plus on découvre aussi qu'on n'en connaît pas. C'est un système donc très très perfectionné, d'autant plus que le moustique tigre, on le connaît mal encore plein de choses à découvrir. Il est récent chez nous. Il a fallu progresser sur ces connaissances, mieux les assimiler pour concevoir un ensemble de molécules qui serait le plus efficace possible. Et alors, l'efficacité, là, pour le coup, je pense que nos auditeurs, nos auditrices veulent savoir, est-ce que ça marche bien ? Est-ce que... c'est ce qu'on a visé, visé dans les conditions, autorisées d'un point de vue, sanitaire et de toxicité. Donc, se mettre en dessous des seuils tolérés, bien sûr, mais trouver le mélange idéal qui allait booster considérablement, en fait, l'effet répulsif des composés. Donc oui, on est plus efficace que ce qu'il y a sur le marché. C'est pour ça qu'on a osé se lancer dans la création d'une entreprise. Et donc c'est une entreprise où le CNRS investit dedans. Donc ça c'est sous forme d'un spray, c'est ça C'est ça, ça sera vendu sous forme de spray. Et le spray est disponible quand à la vente justement si tout se passe bien, début juillet. Ok, très bien. Oui, donc c'est dans pas longtemps. Là, dans pas longtemps. Voilà. Ok. Juste deux petites dernières questions. Le procédé de fabrication de ce répulsif, il est aussi respectueux de l'environnement, et ça, c'est quelque chose aussi à souligner. Oui. C'est que vous avez fait aussi tout pour qu'il n'y ait pas de pollution environnementale en fait derrière. Oui, ça c'est vraiment une volonté du laboratoire, c'est de développer une chimie qui n'a aucune empreinte environnementale. Donc, il n'y a aucun intrant chimique en fait, dans le procédé. On travaille vraiment exclusivement avec des ressources naturelles non toxiques. Ok, très bien. Et pour finir, pour nos auditeurs qui veulent aller se faire une plage cet été ou dans pas longtemps, peut-être même ce week-end, comment on fait pour éviter de se faire piquer cet été ? Quels sont les bons conseils, je dirais, de Claude Milaison ? Acheter notre spray répulsif. Début juillet, oui, mais avant. Alors, oui. Écoutez, sur la plage, c'est sûr, c'est un petit peu compliqué, mais je dirais déjà chez soi, essayons d'avoir les bonnes attitudes, pas garder de petites réserves d'eau à droite ou à gauche qui vont favoriser son développement, sa reproduction. Une méthode simple et banale, c'est d'avoir un bon ventilateur qui va gêner son vol aérien et qui ne pourra pas s'approcher de nous. Ah oui, donc le ventilateur marche par contre ? Oui, ça gênera son vol. Et voilà, si vous êtes bien placé dans un courant d'air, je pense qu'il n'arrivera jamais à vous atteindre. Donc voilà, c'est une protection naturelle. Ok, très bien. Voilà, des gestes de bon sens, je pense que c'est déjà intéressant. Ok, et ça, effectivement, de pas trop miser peut-être sur les insecticides ou etc. qu'on peut trouver sur le marché, qui sont dommageables et pour soi et pour l'environnement de manière générale. Oui, complètement, je les recommande pas. Ouais, voilà, on recommande pas les insecticides sur Radio Campus Montpellier. Une dernière question, plutôt une dernière remarque. Votre laboratoire, donc le laboratoire Chimie Bio-Inspirée et Innovation Écologique, c'est un laboratoire interdisciplinaire, et ça me permet juste d'évoquer quelque chose d'important, c'est que l'interdisciplinarité, ça amène justement à ce type de recherche. Travailler en l'interface entre écologie et chimie, c'est là où justement peut surgir des innovations extrêmement intéressantes, plutôt que si on s'était cantonné, je dirais, à rester dans nos disciplines bien respectives. Ah oui, complètement. C'est quelque chose qui est important.
C'est comme ça effectivement qu'on arrive à avancer, c'est-à-dire que toutes les connaissances dans chaque discipline sont complémentaires. Voilà, il n'y a pas une discipline dominante, il n'y a pas une approche meilleure que l'autre. On étudie ces phénomènes à une échelle différente. Et là, typiquement, l'écologue connaît bien le moustique, donc lui, il étudie l'individu, l'espèce, donc là, l'espèce animale. Le chimiste travaille au niveau moléculaire, donc c'est une autre échelle complètement différente, qui est tout aussi intéressante. Mais c'est en fait le rapprochement des deux, le mélange bénéfique de ces deux disciplines qui permet en fait de faire progresser la science. Merci beaucoup Claude Grison pour être venu dans notre studio. Et dans le podcast de l'émission, vous retrouvez plus d'informations justement. Vous aurez le communiqué de presse du CNRS sur cette innovation Made in Montpellier et on est très fiers de valoriser la recherche locale. Merci Claude. Merci à vous. Bonne journée. Merci pareillement. Et on est de retour en direct sur le plateau de Radio Campus Montpellier. Merci encore à Claude Grison pour être venu dans nos studios. Je reprends juste la parole pour vous dire qu'on va faire une très courte pause musicale avant de parler d'une réserve pour protéger la biodiversité dans le beau département de l'Ardèche avec Lionel Coste, naturaliste et expert des castors. Mais pour l'heure, on écoute Deluxe Tom Rakaka. Put into your mouth what you picked up from the floor. Yet I keep stumbling in the weirdest scenes, warnings sure did ignore, sniffing the carpet for treasures lost in gold, real deep leftover party crowns, cat hair, blueberry gown. Someday the worms will find this boredom mixture right to the core. Give me my due and more. To die long when you feel we've gone beneath, I remind you where I've been hiding the keys. I ain't never taken no that chance again until another curiosity tumbles in. Public for all to know how close they're to the bone. Bluest of skies, they just seem to fall whenever Badusi pours, bloom into metaphors. Future costs more than what's left of us as long gain a birth, like Thuderick the First. Gathering steam, it seems I'd rather mess it all up before crumbling under the board. To die long when you feel we've gone beneath, I remind you where I've been hiding the keys. I ain't never taken no blind chance again till another curiosity
Ah, les petites cigales. Alors bon, c'est pas encore le temps des cigales, hein, même si la chaleur commence à monter. Mais effectivement, on va parler quand même, alors peut-être pas que d'insectes, mais de biodiversité. Vous êtes toujours donc sur Radio Campus Montpellier dans l'émission Stimuli, donc l'émission qui vous chamboule les neurones, mais toujours avec beaucoup de douceur. Et maintenant, nous sommes avec Lionel Coste, naturaliste et expert du castor. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Guillaume. Lionel, vous avez monté une réserve de biodiversité en Ardèche, paraît-il. En quoi cela consiste exactement, une réserve de biodiversité ? C'est avec mon association que je préside, Fiber Nature, qui a son siège à Montpellier. Donc c'était un rêve un peu d'adolescent. Et puis il y a une rencontre il y a quelques mois avec un responsable du groupe Pierre et Vacances. Et donc j'ai soumis cette idée, et en fait en quelques mois, c'est-à-dire en un an, on a trouvé une zone d'une douzaine d'hectares, une zone naturelle qui a un grand intérêt sur la biodiversité, et donc ils nous ont cédé pour 1 euro symbolique cette parcelle ça a été inaugurée hier. Et donc c'est Pierre et Vacances qui possédaient ce lieu, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ils avaient un village de vacances qu'ils avaient racheté, et donc ils avaient 70 hectares, donc ils avaient des espaces naturels, et donc on a trouvé des parcelles qui étaient vraiment préservées dans un haut lieu de biodiversité, et ils ont été d'accord de nous céder. C'est la première fois qu'ils le font, donc c'était un événement pour eux aussi. Et donc voilà, donc c'était un grand moment hier, et donc ça fait une douzaine d'hectares avec 3 biotopes. Et on est vraiment dans l'actualité brûlante, comme vous le dites Lionel, puisque c'était hier l'inauguration. Pourquoi c'est un lieu en fait particulièrement important pour la biodiversité ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce lieu ? Alors nous sommes dans le sud de l'Ardèche, donc à la limite du Gard, et donc c'est cette réserve qui se trouve à l'ouest de la montagne de la Serre. Alors la montagne de la Serre, c'est un corridor écologique qui se trouve entre d'une part le parc des Cévennes et le bois de Paille-Olive, et d'autre part la réserve des Gorges de l'Ardèche. Et donc là sur ce corridor où il y a pas mal d'espèces endémiques, que ce soit des insectes ou autres. Espèces endémiques, ça veut dire des espèces qui ne vivent que là, ça veut, hein ? Tout à fait. Okay. Vous avez des espèces que ce soit au niveau de la flore ou de la faune. Des fois c'est dans des cavités d'ailleurs, il y a des espèces qui vivent que dans une cavité, dans une contrée précise. Et donc c'est vrai que en dehors de ces espèces endémiques, vous avez beaucoup des représentants de nombreuses espèces, que ce soit des rapaces ou autres. Et c'est vrai, comme je précisais tout à l'heure, il y a 3 biotopes différents, méditerranéens, donc qui représentent vraiment un grand intérêt. Ok, très bien. Et alors, qu'est-ce que ça va changer, cette réserve de biodiversité ? En fait, en gros, comment ça protège justement la biodiversité, une réserve ? Alors, donc forcément, pour l'instant, c'était préservé, puisque c'était un endroit où il ne faisait rien, donc c'était un endroit naturel. Donc, bien sûr, ça protège pour dans le futur, qu'il n'y ait pas de construction, etc. Et puis maintenant que ça appartient dans une association environnementale, donc nous, le but, donc déjà, c'est donc pour préserver. Donc, l'idée, c'est d'abord de mener une étude. On ne peut préserver seulement si on connaît la biodiversité qu'il y a sur le terrain. Donc, on a commencé depuis plusieurs mois à établir d'abord un pré-inventaire. Là, on commence à faire un inventaire plus précis. Et c'est à partir de cet inventaire, donc bien sûr, qu'on va essayer de réfléchir sur la gestion de cette réserve, puisque pour l'instant, donc on ne fait rien, on va attendre plusieurs mois. Okay. Donc ça, c'est le premier but. Et puis deuxième but, c'est bien sûr de faire découvrir à travers cette réserve, de faire aussi des ateliers pédagogiques de découverte et de sensibiliser le public. Donc le côté sensibilisation pour les habitants, c'est ça, pour les locaux ou Oui, pour les locaux, aux touristes, en fait, le but, et puis les jeunes, c'est aussi le jeune public, que ce soit des collégiens, etc. Donc le but, c'est vraiment de sensibiliser toute la population, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même une étape importante. Oui. Préserver, sanctuariser un lieu, ça peut être bien, mais c'est pas le but de cette réserve. Le but, c'est vraiment de faire une étude à la fois scientifique, et puis donc bien sûr les personnes qui viendront seront vraiment encadrées, c'est-à-dire ça sera comme sur des chemins très précis, et encadré par des naturalistes, et faire découvrir. Pour les jeunes, ça sera des ateliers ludiques, et d'autres, ça sera avec des spécialistes. Et donc voilà, faire découvrir, et on sait par expérience, à chaque fois que je le fais, que faire découvrir la nature à
au grand public, si dans leurs yeux on comprend que c'est gagné. Voilà, c'est l'émerveillement. En fait, il y a le côté émerveillement, curiosité, de découvrir toute cette biodiversité et l'écologie de ces espèces aussi. Oui, tout à fait. Bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez précisé, donc je suis spécialiste du castor, donc je sais très bien que quand on parle du castor, vous savez, je peux en parler pendant des heures, mais voilà, et sur les autres espèces aussi. Donc, c'est. Il y a des castors dans la réserve, Lionel ? Oui, alors. Ah oui. Alors oui, il y a une source sur la réserve. Il y a une source vauclusienne sur laquelle on est en train de travailler. Et alors c'est une source qui est à l'origine d'un ruisseau. Et sur cette source, vous avez, en effet, il y a des castors et la loutre qui peuvent venir. Alors ils y logent pas parce que c'est une vasque, mais en tout cas ils y passent. Ok, voilà, d'accord. C'est sur un territoire en tout cas de castors. Donc les prochaines étapes, si je comprends bien, pour la gestion de la réserve, ça va être de réaliser donc un inventaire un peu plus précis et puis après de décider quel mode de gestion, parce qu'il peut y avoir plusieurs modes de gestion, c'est ça hein ? Oui, tout à fait. Il y a plusieurs modes de gestion, comme vous savez peut-être. Hein, c'est quand on travaille. Donc j'ai un conseil scientifique qui est d'une quinzaine de personnes. Et puis donc on travaille. On est en partenariat en particulier avec le lycée agricole d'Aubenas. On fait venir pas mal d'étudiants de BTS gestion et protection de la nature, et puis d'autres spécialistes. Et puis c'est vrai que quand on a plusieurs spécialistes, forcément, ils n'ont pas toujours la même vision. Chacun a sa logique. Hein. Maintenant, un ornithologue n'aura pas la même logique qu'un entomologiste, celui qui est spécialisé dans les insectes. Oui. Et donc voilà. Donc il faut réfléchir aux enjeux, aux espèces qui sont menacées, etc. Et réfléchir sur... alors ce sont des zones méditerranéennes, donc l'évolution, on va dire, de la végétation est quand même très lente. Oui. Donc on va dire qu'il n'y a pas urgence du tout de la gestion. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc pour l'instant, on peut observer et faire un inventaire précis. Ça prendra quand même plusieurs années pour vraiment détecter. Peut-être qu'il y a des insectes qui sont assez rares, qu'on voit un peu nombreux. Mais voilà, c'est... Donc là, c'est vraiment mettre tout le monde autour d'une table avec effectivement des naturalistes qui ont des regards très très différents entre le spécialiste des insectes, le spécialiste des oiseaux ou le botaniste. Voilà, tout à fait, et d'autres spécialités, voilà, de croiser tous ces regards et puis voir, voilà, c'est répertorier le côté géologique, répertorier, rechercher les cavités qu'il peut y avoir parce qu'on les connaît pas toutes, rechercher des arbres morts qui sont remarquables, qui sont bien sûr des refuges pour les insectes. Voilà, c'est un gros travail parce que 12 hectares, c'est beaucoup. 12 hectares, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est une belle réserve. Hein. C'est une belle réserve, oui. Puis bon, il y a des endroits où il y a des falaises, donc voilà, c'est pas tout plat, on n'est pas dans une plaine, hein, donc voilà, c'est 12 hectares, c'est déjà beaucoup. Et je peux vous dire que pourtant j'ai arpenté déjà, ça fait plusieurs mois que j'arpente cette zone, et je peux vous dire que chaque fois je découvre de nouveaux endroits, puisque il y a des falaises, il y a des endroits que je connais pas, on trouve des cavités, donc voilà, il y a du travail à faire. Je pense que il y a beaucoup d'étudiants qui pourront venir faire des stages. Eh ben, écoutez, ça tombe bien parce que Radio Campus Montpellier, c'est une radio étudiante. Est-ce que vous recherchez des stagiaires, des bénévoles pour Fibernature, justement, sur cet aspect, l'inventaire de la réserve et la gestion de la réserve ? Oui, tout à fait. Nous, on est très ouverts. D'ailleurs, c'est une association Fibernature qui... à part moi, je suis le seul non-étudiant parmi les fondateurs. D'accord. Fibernature est parti il est simple. Moi, j'avais déjà des associations en Ardèche. Ouais. Et c'est avec un groupe l'été dernier d'étudiants en stage ou des services civiques avec qui ça s'est très très bien passé. J'étais une dizaine et un jour, en observant les castors, un soir, je me suis dit comme ça, j'aurais dit mais tiens, vous êtes tous à Montpellier, on pourrait créer l'année prochaine. À la rentrée prochaine, une association environnementale et ils ont été enthousiastes et à partir de là, ça a été une aventure absolument incroyable. Depuis ces derniers mois, on en arrive à créer une réserve. Enfin, c'est génial, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est un très très beau projet et on peut dire que c'est un peu le rêve de tout naturaliste de créer une réserve à un moment donné pour protéger la biodiversité. Oui, parce qu'on sait malheureusement qu'il faut protéger, à la fois pour un côté scientifique, mais malheureusement il faut protéger parce que beaucoup d'espèces naturelles sont quand même attaquées ou disparaissent. Donc malheureusement, il faut créer des réserves. Ouais,
Comment on peut en savoir un peu plus sur Fibernature? Vous avez un site internet, un Facebook? Alors, site internet, dans les prochains jours, il devrait avoir le jour. D'accord. Sinon, vous allez sur la page Facebook Fibernature, donc qui mise à jour régulièrement. Donc, dans la journée, on mettra les photos de l'inauguration d'hier. Et sur la page Facebook, vous pouvez même accéder après à la chaîne. On a une chaîne YouTube naturaliste. Donc, vous voyez toutes les images ou toutes les vidéos qu'on prend, du castor ou autre. Donc il y a de nombreux, vous allez voir des images et des vidéos très originales, castor avec le chat, castor dans une grotte, etc. Donc c'est assez, parce qu'on est en train de préparer un film documentaire sur le castor. D'accord. Donc on filme beaucoup sur le terrain. Ok, très bien. Écoutez, on mettra en lien du podcast de l'émission la page Facebook de Fibernature, comme ça vous pourrez y aller directement. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site internet de Radio Campus Montpellier. Merci beaucoup Lionel, en tout cas pour avoir été parmi nous dans cette émission. Et il faudra faire un interview un jour sur le castor, sur Radio Campus Montpellier. Avec grand plaisir. Ça c'est une espèce passionnante. Merci Lionel. Merci, et très belle continuation. Très belle continuation. Merci, allez, on va faire une très très courte pause musicale, encore une fois avec Lassa et Los Peces, et puis on se retrouve tout de suite après donc ça. Peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Que se la dio San José antes que el niño naciera, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los tiene del romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber
piedras en el agua por ver Radio Nací. Olé! Et c'est le moment de la chronique d'Enzo tout de suite sur Radio Campus Montpellier dans l'émission Stimuli. On parle de quoi, voilà, Enzo? Cette transition, j'étais dans la musique, moi je suis pas du tout... Et ben on parle de quoi? Très bonne question. Alors, j'ai du mal à choisir le sujet de la chronique du jour. Et du coup, rappelons quand même que c'est une chronique pop culture et science, hein, bien sûr. Et du coup, je me suis penché sur les anciens sujets que j'avais déjà faits et je me suis rendu compte que je n'avais ni parlé de dessin animé et très peu parlé de mythologie. Donc t'as essayé d'allier les deux. Et comme je suis un très grand fan de Disney, vous me voyez venir, mythologie, Disney, Hercule. Ah bah voilà, mais bien sûr, bien sûr. Et Hercule, c'est un dessin animé avec lequel j'ai grandi, que j'adore vraiment. Mais en fait, en creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'Hercule, c'était un peu pourri. Alors, attention, pas le dessin animé. Pas Hercule, le dessin animé est pourri, mais en fait, le contenu de ce dessin animé, les informations mythologiques que véhicule ce dessin animé sont très foireuses, ouais. Ah ouais, d'accord. Et alors du coup, dans ma chronique aujourd'hui, je voulais m'excuser au nom de Disney pour toutes les conneries qu'ils nous ont fait croire depuis qu'on était tout petit, parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir grandi avec ce dessin animé, et du coup, je viens rectifier leurs boulettes. Et c'est très bien, parce que effectivement, ça va peut-être casser quelques préjugés mythologiques. Et je vais détruire l'enfance de certaines personnes, j'en suis navré. J'ai moi-même auto-détruit mon enfance en préparant cette chronique, mais bon, malheureusement, il faut y passer. Il faut grandir. C'est le chemin de la vérité. il faut grandir dans la vie. Et donc du coup, ma chronique aujourd'hui, c'est pas un jeu, c'est les 6 raisons de ne pas se fier à Hercule. Ok, très bien. Alors, du coup, je vais la faire un peu à la Link the Sun, le youtubeur, je sais pas si tu vois qui c'est, Link the Sun, qui fait les points culture et qui fait des top 10, des top 20, etc. Là, ça va être le top 6. Ok. Alors, le point numéro 1. Vous vous souvenez peut-être de la scène au tout début du dessin animé où on voit Zeus et Héra, ce couple de dieux aimants qui ont Hercule dans les mains, qui lui font un gros câlin, qui lui font des bisous, tout ça. Bien, il faut savoir que Héra n'est pas la mère d'Hercule. Dans le dessin animé, oui, mais dans la mythologie, non. Dans la mythologie, Zeus, c'est pas le gros nounours tout gentil qu'on voit, c'est plutôt, excusez-moi le mot, un queutard qui aime bien aller voir à droite à gauche et tromper sa femme à peu près 24 heures sur 24. Et donc, du coup, Hercule est le fils qu'il a eu avec une mortelle qui s'appelle Alcmène. Ah oui, c'est pour ça que c'est un demi-dieu. Demi-dieu et non un dieu, parce que si, comme dans le dessin animé, il l'avait eu avec Héra, ce serait un dieu. Oui, d'accord. Voilà. Mais c'est vraiment la femme de Zeus? Héra est vraiment la femme de Zeus, tout à fait. Mais il a pas fait Hercule avec elle. Et donc, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Alcmène, donc la vraie mère d'Hercule dans la mythologie, on la voit dans le dessin animé, c'est sa mère adoptive qui le trouve dans la rue tout seul et qui l'adopte. Donc ils ont un peu détourné le truc. On se demande pourquoi, puisque histoire de tromperie, machin, tout ça, je suis pas sûr que pour les gamins ce soit une bonne idée. Donc ils ont fait au plus simple. Voilà. Premier point. Deuxième point. Le grand, comment on dit, ennemi d'Hercule dans le dessin animé, c'est Hadès, dieu des enfers, qui veut tuer Hercule dès son plus jeune âge quand il apprend qu'il y a un bébé qui est capable de le tuer, etc. Dans la mythologie, c'est pas du tout Hadès, c'est Héra, qui dans le dessin animé est sa mère, qui dans la mythologie est sa fausse mère. Ah oui, qui veut le tuer. Qui veut le tuer quand elle apprend que son mari a eu un enfant avec une mortelle. On se demande pourquoi, elle est jalouse d'ailleurs. Oui. Ça peut se comprendre. Mais bon, elle a quand même des réactions un peu excessives et du coup elle décide d'envoyer 2 serpents pour le tuer. Ceux-là, on les voit dans le dessin animé, c'est Peine et Panique, sauf que dans le dessin animé, ils sont envoyés par Hadès et là, ils sont envoyés par Héra. Après, on comprend, j'imagine que c'était pour pas traumatiser les enfants avec ma maman va me tuer avec des serpents. Donc, on peut aussi comprendre les choix, mais du coup, ça reste quand même pas très très juste. Numéro 3. Hercule et Pégase, c'est une grande histoire d'amour dans le dessin animé. Le Pégase est le cheval d'Hercule, enfin le cheval volant d'Hercule, il le trimballe à droite à gauche, ils font les 400 coups ensemble. Pas du tout. En fait, ils se connaissent même pas. En fait, il n'y a pas de lien entre Pégase et Hercule? Non, pas du tout. Pégase n'est absolument pas le cheval divin ailé d'Hercule. C'est un serviteur de Zeus qui lui amène ses éclairs. Tout simplement. D'accord. Il n'est pas un ami d'Hercule. Donc Hercule, en fait, c'est un pauvre humain, un semi-humain qui se trimballe à pied ou à cheval comme tout le monde. D'accord. Il n'a pas la capacité de voler sur un joli Pégase. Voilà. C'est triste. Je pense qu'on va faire un petit temps de silence. Attendez, il en reste encore 2. C'est vrai que là, ça casse un peu quand même. J'ai du mal là. Et il en reste encore 2. Ok. Numéro 4. Ok. Philoctète.
c'est dans le dessin animé, c'est l'entraîneur d'Hercule, c'est un satyre, donc un mi-homme, mi-bouc. Oui. Et c'est lui l'entraîneur qui essaye d'amener Hercule au top pour le faire redevenir Dieu, et qui dit par cette phrase: je rêve qu'un jour on entende les gens qui te voient crier, c'est le poulain de Phil, c'est Philoctète qui l'a entraîné, tout ça. Okay. Bon, Philoctète, 2 conneries. Philoctète, le personnage, n'est pas un satyre, c'est un humain. Tout court. Okay. Sans croisement chelou avec un autre animal. Et c'est pas non plus lui l'entraîneur d'Hercule. Ah bon, donc en fait rien à voir, quoi. C'est rien à voir. Et là aussi on peut comprendre pourquoi ils ont fait ce choix là, parce qu'en fait le vrai entraîneur d'Hercule, donc c'est Chiron, un centaure, qui est un mi-homme mi-cheval, du coup, c'est lui aussi qui a entraîné Achille et Jason. Et le lien qui unit Hercule à Philoctète dans la mythologie, il n'est pas très sexy, c'est qu'en fait c'était juste un très bon ami d'Hercule à qui Hercule a donné ses flèches quand il était mort, des flèches ultra puissantes, et qui a fait le serment de ne jamais dévoiler où étaient les cendres d'Hercule. Donc en fait c'est une relation qui est basée un peu sur la mort d'Hercule dans la mythologie. Donc c'était pas très sexy de mettre cette histoire-là dans le dessin animé. Pourquoi ils ont pas mis Chiron? Parce que Chiron, le centaure, ça aurait été pas mal. Je sais pas. Alors il y a déjà un méchant qui est un centaure dans le dessin animé, donc peut-être qu'ils voulaient pas faire de confusion. Mettre un méchant centaure, un gentil centaure, c'est un peu bizarre. Oui, ça fait beaucoup là. Donc Chiron n'est pas du tout dans le. En tout cas, à mon souvenir, Chiron n'est pas dans le dessin animé. Ok. Ou alors c'est lui le méchant et j'ai pas fait le lien. C'est peut-être. C'est peut-être Chiron le méchant, Hadès le méchant, Chiron le méchant. Ouais. Voilà. Numéro 5. Les 5 muses, les fameuses chanteuses de gospel qui animent tout le dessin animé, qui font toutes les chansons du dessin animé, sublimes, tout ça. Très, très belle chanson en plus. Elles en font des sublimes. Donc elles sont pas 5, elles sont 9. Ça aurait été bien, remarquer 9 muses dans le dessin animé, encore mieux, plus de gospel. Donc elles sont 9, mais elles chantent pas du tout du gospel. En fait, c'est juste 9 demi-sœurs d'Hercule. Je vous disais tout à l'heure, Zeus, il aime bien aller voir à droite à gauche, on se demande qui est le géniteur de ces 9 muses. Voilà. Et numéro 6, ça c'est ce qu'on appelle l'After Ever After. Tu connais l'After Ever After? Pas du tout, c'est quoi? Ever After, and they lived... Alors, pardonnez mon anglais. And they lived happily ever after, c'est ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ah mais oui, et ce qu'on appelle l'After Ever After, c'est qu'est-ce qui se passe après cette fameuse phrase dans les contes, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et bien là, le After Ever After, Hercule et Mégara vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alors oui, ils ont vécu très heureux. Oui, ils ont eu 3 enfants. Ouais. Mais Héra, qui n'a pas réussi à tuer Hercule quand il était petit, a décidé de le rendre fou une fois qu'il était adulte. Et donc Hercule est devenu fou, il a tué Meg, sa femme, il a tué ses 3 enfants. Ah oui, d'accord. C'est un beau After Ever After. Ah oui, là. Voilà. Je voulais conclure là-dessus parce que je trouve ça magnifique. Et en fait, d'ailleurs, si vous vous renseignez sur beaucoup de Disney, de contes pour enfants, tout ça, le After Ever After est parfois très, très surprenant. Et un peu trash. Très trash, ouais. Voilà. Donc, je suis désolé si j'ai détruit votre enfance. Oui, j'allais te remercier, mais en fait, je sais pas si je dois te remercier ou dire merde, en fait. Voilà. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore vu Hercule, regardez-le, il est super. Mais gardez ça en tête que les messages qu'il véhicule sont pas totalement. Et si vous mettez vos enfants devant Hercule, faites attention de bien leur dire et de leur expliquer que c'est pas tout à fait ça, et c'est un peu plus compliqué. C'est romancé, c'est super joli, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé dans la mythologie. Ne les traumatisez pas non plus en disant que c'est la maman qui envoie les serpents et puis que Hercule de toute façon il va mourir. Attendez un peu. Attendez qu'il soit grand. Voilà. Bon, mais merci beaucoup Enzo. On retrouve ça d'ailleurs sur le compte Instagram. Oui, tout à fait. Donc, comme d'habitude, les chroniques elles sont faites dans le cadre du projet Instant Culte. Instant Culte, c'est un compte Instagram qu'on tient avec Science Animation. Donc Anaïs qui est là d'habitude, on lui fait un coucou, et d'autres collègues à elle de Science Animation. Et donc l'objectif de ce compte-là, c'est de décrypter au quotidien la pop culture. Donc on a des posts, des stories, on fait des jeux. On n'est pas loin des 10 000 abonnés, donc il y aura normalement un jeu pour les 10 000 abonnés. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Et en fait, l'idée, c'est de trouver des sujets scientifiques ou un peu tirés par les cheveux des fois, ou en tout cas des sujets de science qu'on voit pas forcément, et d'en faire des posts, des stories, etc. Donc les derniers, ça a été ce post-là sur Hercule fait partie du compte Instagram. On va en avoir sur les pirates bientôt, on en a sur WandaVision, on en a sur tout plein de thématiques, voilà. Et d'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas une jolie transition avec l'agenda de la culture scientifique et technique, puisque justement il y a des soirées autour de ces thématiques, de ces sujets. Et oui, le projet Instant Culte, c'est pas que un compte Instagram et des chroniques radio, c'est aussi les soirées cultes. Il y en a peut-être déjà qui ont déjà participé. Il y a eu Harry Potter, il y a eu Harry Potter, Stranger Things, il y a eu le cerveau des méchants. Et qu'on peut retrouver sur YouTube d'ailleurs. Qui sont disponibles en podcast sur la chaîne YouTube de Science Animation. Il y en a aussi eu avant les confinements en vrai dans des bars sur Game of Thrones,
Thrones, sur The Walking Dead, sur Assassin's Creed, et ben les soirées cultes ça continue et même ça reprend même en présentiel. Donc il y en a 3 qui arrivent là au mois de juin. Donc c'est un beau programme. Le 3 juin, toujours en live sur la chaîne YouTube de Science Animation, il y aura soirée culte Les robots de nos écrans dans l'œil des experts. Ça se fait en partenariat avec le CNRS et le LIRM, donc qui est un laboratoire en mathématiques et robotique, si je ne me trompe pas. Et informatique. Et donc là, en fait, des spécialistes du LIRM viendront décrypter les robots de nos quotidiens. Iron Man, WandaVision, Star Wars, Interstellar, Westworld, enfin ils vont tous y passer. Avec des questions sur les robots du quotidien. Les robots, voilà. Ouais. Donc c'est un programme qui est assez riche. Je vous invite à retrouver l'événement sur Facebook et sur Écosciences. Et ensuite, en présentiel, il y en a 2 qui arrivent le 10 et le 11 juin. Alors, le 10 juin, ça se passera à Béziers, dans le cadre du Festival du Fantastique. Et la soirée culte, c'est les créatures de nos cauchemars dans l'œil des experts. Okay. Donc là, on va parler de Freddy Krueger, de Pennywise, de Hellraiser, de la nonne, de comment fonctionne la peur et de comment la pop culture s'empare de cette peur-là pour nous faire aimer les personnages horrifiques, les films horrifiques, etc. Hellraiser, c'est le film qui m'a traumatisé. Enfin, les films qui m'ont traumatisé. Freddy, il en a traumatisé plus d'un aussi. Hein. Oui, et du coup, justement, cette soirée-là un peu immersive, on va un peu jouer là-dessus aussi. Il faut avoir le cœur bien accroché. Il y aura une petite immersion en territoire horrifique, on va dire. Donc ça se passe à l'IUT de Béziers le 10 juin dans le cadre du Festival du Fantastique. Et le lendemain, si vous voulez vous faire un marathon, c'est le moment. À Canet-en-Roussillon, c'est pas très loin, c'est à 1 heure de Béziers, on fait une soirée culte Pirates des Caraïbes. Donc là, pareil, spécialiste de la représentation des pirates dans la vraie vie grâce à des fouilles archéologiques. Combat médiéval, on aura des médiévistes sur place qui vont faire un combat, un spectacle, qui vont décrypter les combats des films, qui vont vous faire de l'initiation. On a un beau programme qui arrive, quoi. Ouais. Donc voilà, ça se passera le 11 juin à Canet-en-Roussillon au Clap Ciné. Et de toute façon, pour ces trois rencontres, vous pouvez retrouver les infos sur Écosciences Occitanie comme d'hab. Hein. Et Écosciences Occitanie aussi, tiens, puisqu'il me reste quelques minutes, juste je vais parler des quelques événements qui arrivent pour sur la chaîne YouTube de Écosciences. En fait, il y a un événement donc la semaine prochaine, le 26 mai, donc mercredi, autour, en fait, le titre c'est du sang, des parasites et des vecteurs. Ça donne envie. Ça donne envie, hein. C'est glamour comme soirée. Et en fait, on va parler des moustiques, notamment. Donc là, vous avez eu un petit échantillon aujourd'hui avec Claude Grison. On parlera des moustiques, on parlera de tout petits moustiques qui s'appellent les phlébotomes et qui transmettent aussi des maladies. On parlera potentiellement des maladies qui vont arriver sur notre territoire. Comment s'en prémunir, quelles solutions aussi pour lutter contre moustiques et phlébotomes, même chez soi. Donc ça, on aborde ça avec 2 spécialistes, un professeur de l'Université de Montpellier, Pierrick Labbé, et Jorian Prudhomme, qui est donc un ingénieur de recherche à l'IRD. Ça, c'est donc pour le côté, on va dire, plus sciences académiques. Et puis après, on a aussi les sciences du terroir, où donc là, on va voir des brasseries. Et donc, on a le 3 juin, où on va aller voir une brasserie montpelliéraine qui s'appelle la Matsé. Et on va aller tout simplement déguster leur bière et parler un peu de science dans la bière. Ça, c'est le concept des sciences du terroir. C'est sur notre chaîne YouTube, c'est sur la chaîne YouTube de Écosciences. Vous retrouvez les événements de toute façon sur Écosciences Occitanie, et puis il y a plein d'autres événements, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dessus, parce que la saison des rencontres Explorer, enfin en tout cas elle n'est pas terminée, et les rencontres reprennent en présentiel, donc du côté de Toulouse, du côté de Montpellier, sur les territoires, enfin sur tous les départements, il y a des rencontres qui reprennent en présentiel. Nous de notre côté, les chats chez Sciences reprennent en présentiel aussi, elles sont toutes sur Écosciences, donc allez faire un tour pour voir ce qui se passe du côté de chez vous maintenant que les terrasses sont réouvertes, que les lieux culturels sont réouverts, qu'il n'y a plus trop de jauge, donc faut en profiter, c'est le moment. Très bien, merci Enzo en tout cas pour avoir été en ma compagnie aujourd'hui. De toute façon, tous les liens qu'on a évoqués dans l'émission, Écosciences Occitanie et puis le reste, on le met donc en lien du podcast sur le site internet de Radio Campus Montpellier. Vous les retrouvez aussi également sur le site internet de Cosciences, www.cosciences.net. Un très très grand merci à Arnaud à la technique. Un remerciement aussi aux absentes, Anaïs et Océane, qui ne sont pas là mais qui font partie de la team Stimuli, et on leur fait un petit coucou de loin, et bientôt peut-être effectivement en présentiel en juin, puisque c'est notre dernière émission en juin. Donc retrouvez-nous le 3e jeudi du mois de juin de 13h à 14h. On vous réservera peut-être des petites surprises pour cette fin d'année scolaire. On se quitte avec Natalia Doko, remixée par le très talentueux Devantra Banhart, et ça va faire du bien à